Bienvenue sur Fréquence Populaire. Bonjour Arnaud Bertrand. Nos auditeurs ont demandé où tu étais. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas eu sur Fréquence Populaire et on est ravis de te recevoir à nouveau. Alors c'est vrai qu'il y a eu les fêtes de fin d'année et puis tu as fait beaucoup de choses. Tu as été récemment en Chine où justement tu as fait une conférence. Pour ceux qui te suivent, ils ont pu voir ça sur tes réseaux. X et Substack, une conférence sur le multilatéralisme. Et là, on est impatient d'avoir de tes lumières, qu'on a évidemment sur X et Substack, pour ceux qui te suivent, mais tes lumières sur ce qui se passe en Asie, relativement aux changements mondiaux. Et je voudrais commencer par la séquence peut-être la plus importante du moment, qui est le Groenland et les opérations de l'administration américaine de Donald Trump pour annexer, ne pas annexer, changer l'accord de 1941 avec le Danemark. En tout cas, le prétexte invoqué pour cette annexion ou annexion de facto, eh bien, c'est la menace russe et la menace chinoise. Et tu as noté dans un de tes posts sur X que, étonnamment, Mélenchon donnait le point à Donald Trump, ce qui nous a un peu surpris, puisque, comme tu le dis toi-même, Jean-Luc Mélenchon n'est pas celui qui dit les choses les plus absurdes sur les questions internationales en France. Alors, qu'en est-il quel rapport a la Chine avec cette affaire du Groenland et comment est-ce que cette histoire, cette annexion se voit depuis la Chine? Oui, bah justement, la Chine n'a un peu rien à voir avec le Groenland. Donc c'est pour ça que ça m'étonnait quand même pas mal de voir Mélenchon dire que tout ça c'était justement à cause de la Chine. Enfin, il l'a pas présenté comme ça, mais il disait, en gros, il validait la justification de Trump, qui était qu'il voulait annexer le Groenland pour contrer la Russie et la Chine. Euh, et encore plus bizarrement, Mélenchon disait que c'était pour avoir le contrôle du détroit de Bering, alors que le détroit de Bering est complètement de l'autre côté, puisque c'est entre l'Alaska et la Russie, à peut-être 8000 kilomètres, enfin c'est extrêmement loin, et ça n'a rien à voir avec le Groenland. Et d'ailleurs, les États-Unis contrôlent déjà le détroit de Bering, puisque c'est une très fine, un détroit très étroit entre l'Alaska et la Russie. Euh, donc voilà, il y a des gens qui disent que c'est à cause de la Chine, à cause du fait que l'Arctique va dégeler et que donc va y avoir de plus en plus de shipping, donc de navires qui passent de Chine vers l'Europe à travers la mer Arctique. Et c'est vrai qu'ils ont lancé des voies de shipping. Enfin, ils ont déjà fait plusieurs cargos à travers ça. Mais déjà, tout ça passe par le détroit de Bering. Donc je vois pas pourquoi les Américains auraient besoin du Groenland pour contrer ça, alors que déjà tous les navires passent, qui partent de Chine pour aller en Europe par la mer Arctique, passent par le détroit de Bering, donc ils pourraient très bien les arrêter là. Et en plus, la voie pour aller en Europe passe très très loin du Groenland, à des milliers de kilomètres, les cargos. Donc on voit pas très bien en quoi le Groenland pourrait aider. Pour contrôler le shipping, il faut contrôler un passage étroit, comme le détroit de Bering ou le canal de Panama ou Malacca, ici en Malaisie. Voilà, c'est ça des points stratégiques pour ce qui est du shipping. Contrôler une île qui a des milliers de kilomètres, ça a un peu rien à voir, quoi. Donc cette histoire de la Chine, je vois pas très bien ce que la Chine a à voir dans le Groenland. Et je pense que c'est juste une excuse de la part de Trump. Je pense que
les raisons sont autres. Je pense que c'est sûrement plus dans sa logique de la nouvelle doctrine Monroe, comme quoi il faut qu'il contrôle l'hémisphère, ils disent Western Hemisphere en anglais, je sais pas quel est l'équivalent en français, l'hémisphère occidental. Et voilà. Et puis le Groenland fait partie de l'hémisphère occidental. Je pense il y a aussi sûrement un calcul par rapport au Canada, parce que quand on regarde les États-Unis sont évidemment au sud du Canada, ils contrôlent l'Alaska qui est au nord ouest du Canada, et le Groenland est au nord-ouest. Au nord-est, pardon, du Canada. Donc voilà, ça ferait que le Canada serait complètement entouré des États-Unis s'il contrôle le Groenland. Et comme par hasard, Trump parle de faire du Canada le 51e État. Donc je pense qu'elle est peut-être plus là-dedans la logique que de contrer la Chine. On voit pas trop comment, quoi. Et puis il y a aussi une question de détachement de plus en plus fort de la Chine, des États-Unis par rapport à l'Europe. On imagine un futur où voilà, il y a un split euro US. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, il est en train d'arriver. Donc, si on fait face, je sais pas, dans quelques décennies, quelques années même, à une Europe plus indépendante, est-ce que les États-Unis aimeraient que l'Europe possède un territoire comme le Groenland dans leur hémisphère, ou éventuellement une armée européenne ou une armée d'un pays européen pourrait positionner certains certains euh, équipements militaires stratégiques là, comme je sais pas, une base de sous-marins ou des radars pour détecter des passages d'avions en Amérique du Nord, ou des choses comme ça, ou des choses liées à l'espace et tout. Voilà, je pense que c'est plus là-dedans qu'il faut regarder les calculs que la Chine, à mon avis. Alors aujourd'hui justement, nous avons publié en français, on a traduit sur Fréquence Populaire un de tes articles sur le Premier ministre canadien, Monsieur Carney, qui a eu ce discours que d'aucuns jugeraient révolutionnaire à Davos, et tu l'as d'ailleurs analysé en ce sens, avec une remarque intéressante. Tu parles de Václav Havel dans ton article, en rappelant pourquoi, enfin, Václav Havel expliquait pourquoi les gens continuent à suivre à continuer à fonctionner en régime dit communiste dans les pays de l'Est, et tu fais un comparatif avec pourquoi est-ce que les gens continuent à suivre, à vivre en régime hégémonique en Occident. Alors, juste une remarque, c'est amusant parce que Václav Havel est devenu conservateur après être révolutionnaire, parce qu'à un moment, lui, il saluait les bombardements sur Belgrade et la Yougoslavie, en disant que voilà, c'était le futur. Donc, il a été aussi un des vecteurs de cette hégémonie américaine. Mais toi, tu considères qu'il s'est passé quelque chose à Davos, en particulier avec cette inquiétude qu'ont les Européens, les Canadiens, face à des États-Unis qui acceptent le monde multipolaire, mais qui comptent avoir une hégémonie importante sur leur hémisphère, Western Hemisphere, l'hémisphère occidental. Donc, clairement, le Canada, le Groenland et l'Europe. Oui, alors en fait, c'est pas moi qui faisais la comparaison avec Václav Havel, et c'est ça qui rend le speech de Carney aussi fort. C'est lui directement dans son speech qui se comparait à Václav Havel en un sens. Enfin, il utilisait la métaphore qu'avait utilisée Václav Havel sur les shopkeepers, donc les commerçants, où il disait que pendant la période de l'Union soviétique, les commerçants avaient au devant de leur boutique une pancarte qui disait travailleurs du monde, tous les travailleurs du monde vont s'unir, enfin des slogans soviétiques.
Et Václav Havel, répété par Carney, disait que y a personne qui y croyait, quoi. À un certain moment, tout le monde savait que les travailleurs du monde n'allaient pas s'unir, et qu'il suffisait d'un seul commerçant qui décide d'enlever la pancarte pour que le système en général arrête de vivre dans le mensonge. C'est l'expression qu'il utilisait, live within a lie. Et il disait, et c'est ça qui est extraordinaire dans son speech, il disait Canada is taking down the sign. Donc le Canada enlève la pancarte. Et qu'est-ce que c'est la pancarte selon lui, dans son speech, c'est l'hégémonie américaine, c'est l'ordre mondial en disant que voilà, la pancarte où il y a un soi-disant ordre mondial où les États-Unis sont leaders et puis tout va bien, ça fonctionne bien. Il dit que ça, c'est l'équivalent moderne du système soviétique et que lui enlève la pancarte. Donc c'est objectivement très révolutionnaire quand même comme speech. D'autant plus de la personne qui le dit, quoi. Si c'était un leader du Sud global qui disait ça, d'accord, mais là c'est le Premier ministre du Canada qui, pour rappel, est un pays du G7, un pays de Five Eyes, donc c'est vraiment les alliés les plus proches des États-Unis, un pays de l'OTAN et le voisin direct des États-Unis, donc c'est vraiment pas rien, quoi. Et il encourage ses pairs, donc les autres pays de l'Alliance occidentale, en gros, à eux aussi enlever leur pancarte et dire que voilà, ne plus vivre dans le mensonge, en gros. Et je pense que ça a eu un gros effet. D'ailleurs, rien qu'au jour d'aujourd'hui, Keir Starmer, donc le Premier ministre anglais, est sur le départ pour Pékin, où il dit qu'on a dit depuis longtemps que la Chine allait devenir le nouveau. Laisse-moi regarder exactement quelle est son expression parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc son expression exacte, c'était voilà, depuis des années, le narratif c'était que la Chine était la nouvelle grande puissance. Et ben maintenant c'est le cas, et il est temps que le Royaume-Uni reconnaisse cette réalité. Donc voilà, c'est quand même quelque chose aussi. Donc c'est ça l'effet, je pense, de Carney. C'est le premier de ce groupe-là occidental à dire les faits, quoi. En gros, que voilà, c'est l'ordre mondial tel qu'il était est fini, en gros. Et ce que je dis dans mon article, c'est qu'en fait, ça signifie la fin de la guerre froide, de la nouvelle guerre froide que les États-Unis voulaient mener contre la Chine. Donc, il y a eu plein d'articles écrits autour de ça, comme quoi on était dans une nouvelle guerre froide contre la Chine et tout ça. Mais une guerre froide, c'est une guerre entre deux systèmes. Et là, ce que Carney dit, c'est il y a un des systèmes qui est un mensonge qui n'existe plus, en fait. Donc, à partir du moment qu'il y a un des systèmes qui n'existe plus, par définition, la guerre froide est finie. Alors, on a noté que tu faisais des analyses sur la comparaison entre justement les moments de propagande qu'on peut avoir à Davos ou au Forum économique mondial, et comparé à une Chine qui a l'air plus stable et plus structurante dans ses propos à l'international. Je crois que c'est un élément important, peut-être tu peux nous en parler, mais également même s'il n'y a pas cette guerre froide, il y a quand même une évolution de la stratégie américaine face à la Chine. Tu as écrit dessus, tu as travaillé sur cette nouvelle doctrine de défense américaine qui est sortie en novembre, la National Defense Strategy 2025.
la logique de denial defense, et quel est l'état selon toi, de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, surtout que les États-Unis ont moyennement accepté les propos de Carney ou de gens comme Keir Starmer. Ouais, donc je pense que si tu lis la National Security Strategy donc qui est sortie en début novembre, si mes mémoires sont bons, et depuis ils ont sorti un nouveau document qui s'appelle la National Defense Strategy qui est sorti qui est l'équivalent en gros de la National Security Strategy mais du Pentagone. Donc ce qu'ils disent en gros, c'est on est dans un monde multipolaire. Ça y est, ils reconnaissent cette réalité. Et même la National Security Strategy va plus loin parce qu'elle dit que euh, l'objectif d'hégémonie mondiale des États-Unis était impossible, ils utilisent ce terme, et indésirable. Et que c'était une erreur monumentale d'avoir essayé de poursuivre ce but, en gros. Donc, c'est un changement radical par rapport aux stratégies d'avant, qui était toujours, au contraire, de maintenir cette hégémonie mondiale, de considérer les États-Unis comme, en gros, le leader du monde, quoi. Et ce que ça implique, et ça explique beaucoup de ce que fait Trump, parce que quand on est le leader mondial, mettons quand on est le gouvernement d'un pays, ça fait sens qu'on soit en même temps le gestionnaire de la police de ce pays et qu'on soit plus ou moins attaché au droit aussi, au respect du droit, puisque tout ça sert à maintenir son pouvoir de gestion du pays. Mais à partir du moment où on n'est plus gestionnaire d'un pays, est-ce que ça fait sens d'avoir le fardeau, entre guillemets, de faire la police dans ce pays et de faire respecter les lois, alors que ça bénéficie, ça nous bénéficie en moindre mesure, mais ça bénéficie aussi à nos concurrents dans la prise de pouvoir de ce pays qui, eux, n'ont pas à avoir ces fardeaux. Non, donc c'est ça un peu la logique de Trump, c'est pourquoi continuer à, obéir au droit international, pourquoi continuer à faire la police de partout, alors qu'on est dans un monde multipolaire en concurrence avec d'autres pouvoirs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va réaffirmer la doctrine Monroe. La doctrine Monroe qui, pour rappel, est une vieille doctrine stratégique américaine qui date de 1823, à l'époque où les Américains étaient une puissance régionale et qui disait en gros, on n'accepte pas qu'il y ait d'autres pouvoirs que nous qui viennent faire la guerre ou faire du colonialisme et tout sur le continent américain. Et ça visait à l'époque évidemment les Européens, quoi. Donc le fait qu'ils ressortent une doctrine stratégique de quand ils étaient une puissance régionale, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se reconsidèrent presque par définition comme puissance régionale. C'est assez logique. Et ça fait des décennies qu'ils n'avaient pas invoqué la doctrine Monroe, puisque avant, ils voyaient leur sphère d'influence comme étant la planète tout entière. Donc à ce moment-là, leur propre continent perd de sa spécificité, quoi. C'est quand toute la planète est ta sphère d'influence, voilà, il y a rien d'unique au continent où tu te situes. Tandis que là, non, c'est ce qui compte. La première priorité, c'est notre continent. Et ce qu'ils disent pour le reste, donc ils parlent beaucoup de burden shifting. Donc ça veut dire justement redonner le fardeau aux autres. Donc le fardeau aux Européens pour ce qui est de la défense de l'Europe, le fardeau à leurs alliés entre guillemets
en Asie, donc des pays comme le Japon ou l'Australie ou la Corée du Sud, pour ce qui est de l'Asie. Il parle toujours d'essayer de limiter le pouvoir de la Chine en Asie. Mais aujourd'hui, il parle pas de domination, il parle de balance of power. Donc, balance de pouvoir. Je sais pas si c'est le terme exact en français. Donc, il parle de partager. Il parle de partager le pouvoir en Asie avec la Chine, ce qui, du point de vue chinois, n'est pas idéal évidemment, parce que en gros, l'objectif des Chinois, c'est quand même d'avoir les Américains. En tout cas, tout ce qui est tout ce qui est militaire sorti d'Asie, mais c'est quand même une évolution du point de vue des Chinois dans le bon sens, où ils veulent plus avoir en tout cas dans les mots, ils veulent plus avoir de changement de régime ou de domination par rapport à la Chine, mais partager le pouvoir, quoi. Et c'est un peu aussi un peu ambigu, parce que quand on regarde les actions des États-Unis, il y a un peu des deux côtés. Donc, par exemple, quand il y a eu cet épisode avec le Japon, par rapport à Taïwan, avec cette déclaration de la première ministre japonaise, qui avait beaucoup énervé les Chinois. Les Chinois ont appelé Trump, et Trump a immédiatement ensuite appelé la première ministre japonaise pour lui dire de se calmer. Donc voilà, là c'était les Américains plus du côté de la Chine contre le Japon, ce qui est quand même un peu incroyable. Mais aussi, il y a eu une vente, par exemple, de 11 milliards de dollars d'armes à Taïwan, ce qui, là, évidemment, ça fait pas du tout plaisir à la Chine. Donc, voilà, les deux pouvoirs se cherchent encore un peu. Ils essayent de trouver une balance, quoi. Mais voilà, en général, la tendance de fond, c'est le retranchement des États-Unis sur leur propre hémisphère et voilà une forme de retraite, quoi, retraite stratégique. Alors oui, balance of power, c'est équilibre des puissances en français, Ouais. équilibre de prix des puissances, donc qui est recherché effectivement, il semblerait par l'administration Trump. Alors néanmoins, pour te contredire et avoir ton avis, tout n'a pas l'air simple au sein de l'État américain et Washington. Il y a l'ancien monde qui est toujours là, les néoconservateurs, et on voit d'ailleurs une de leurs figures principales, le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, très fréquemment avec Donald Trump, et comme tu le sais, c'est le parangon des va-t-en-guerre américains. Il est très 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 excité, hein, il fait la guerre à peu près tout le monde, y compris la Chine. Tu disais c'est ambigu, et c'est vrai que certains ont pu analyser alors l'offensive, la reprise de contrôle en cours sur le Venezuela, mais aussi la très grosse participation à la déstabilisation en Iran et l'éventuelle intervention en Iran, donc comme une nouvelle projection hégémonique américaine très 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 loin de sa sphère d'influence régionale. C'est l'Iran, c'est très loin. Et les deux, certaines analyses les mettent en parallèle comme étant une pression sur la Chine, puisque la Chine voulait acheter ou veut acheter toujours le pétrole vénézuélien, reçoit énormément d'hydrocarbures de la part de l'Iran, et que Donald Trump n'aurait pas supporté sa défaite dans la guerre des tarifs que les États-Unis ont lancé contre la Chine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là quand même toujours un côté impérial américain qui s'exerce contre la Chine? Oui, donc pour être clair, les Américains sont toujours impérialistes, hein, et ça va pas changer. Et d'ailleurs, la doctrine Monroe est fondamentalement impérialiste. Et je pense que le Venezuela, ça c'est dans la ligne claire de la doctrine Monroe. Et évidemment, la doctrine Monroe vise la Chine dans l'hémisphère américain. C'est d'ailleurs clairement
clairement dit dans la National Security Strategy, on veut en gros enlever des non-hemispheric countries. Il mentionne pas directement la Chine, il parle de non-hemispheric countries. Mais évidemment, ça vise la Chine, donc ils veulent les enlever de leur hémisphère. Donc, je pense qu'il faut voir le Venezuela dans cette lignée-là. Mais ce qui est rigolo pour le Venezuela, donc déjà, au niveau du pétrole, c'est vraiment pas grand-chose pour la Chine. J'avais calculé, c'est 0,4% de leur énergie, le Venezuela. Donc c'est plus ou moins rien. C'est important pour le Venezuela, puisque je crois que 80% de leur exportation de pétrole, c'était la Chine. Mais au niveau de la Chine, ça compte plus ou moins pas, quoi. Mais ce qui est d'ironique, c'est si jamais les États-Unis s'approprient le pétrole vénézuélien, et ça a l'air d'être le cas, enfin, a priori ça va être le cas, ils vont le vendre à qui, ce pétrole? Ils vont certainement pas le vendre à eux-mêmes, puisque eux c'est les premiers producteurs mondiaux de pétrole. Ils vont sûrement continuer à le vendre à la Chine, puisque c'est le plus gros acheteur de pétrole. Donc je pense que c'est plus pour s'accaparer en fait les revenus ou les profits de ce pétrole, que pour essayer de couper l'énergie à la Chine, ce qui est juste, ce qui serait une stratégie qui fait pas vraiment sens, quoi. Ce serait pas possible, et ça crée une forme en tout cas pas possible du tout avec le Venezuela, quoi. Et pas possible non plus avec le Venezuela et l'Iran. Parce que l'Iran aussi, c'est un peu plus gros que le Venezuela. Je crois que c'est l'équivalent de 2-3% de l'énergie chinoise, mais on parle pas non plus de montants extraordinaires. Les géants pour l'approvisionnement en énergie à la Chine, c'est la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc voilà. À partir du moment où ils s'en prennent pas à ces deux-là, je pense que la Chine n'a pas trop d'inquiétude à se faire. Donc voilà, pour l'Iran, je pense que c'est plus Monroe Doctrine, pour le Venezuela, pardon, et puis pour l'Iran, bon, l'antagonisme des États-Unis par rapport à l'Iran ne date pas d'hier, hein. C'est depuis des décennies et des décennies. Je pense pas que ce soit si corrélé à la Chine que ça. Puisque ça prédate de très très loin la montée en puissance de la Chine. Je pense que c'est beaucoup plus lié à Israël en l'occurrence qu'à la Chine. Dans les relations entre les Occidentaux et la Chine, en particulier les Européens, tu as noté dans tes analyses ce mois-ci des incohérences stratégiques et des postures étranges vis-à-vis de la Chine, en particulier d'Emmanuel Macron. Et les prises de parole sont assez, il faut le dire, assez incohérentes, hein. D'un côté, on a Séjourné qui, de la Commission européenne, veut faire une sorte de protectionnisme européen, alors que les traités européens, les traités de libre-échange signés par la France, par l'Europe, ne le permettent pas du tout. On a eu les propos de Macron, les propos de Kaja Kallas. Et puis on voit un peu la même chose se faire avec l'Inde. On a une critique de l'achat de pétrole russe par l'Inde, mais en même temps la signature d'accords là qui récemment et qui est salué comme un moyen d'être un peu plus indépendant des États-Unis. C'est très 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 chaotique. Comment c'est perçu depuis l'Asie, l'Europe? Oui, on s'y retrouve plus. Et ça m'avait fait rigoler. Macron à Davos avait dit que il accueillait plus d'investissements chinois. Et je crois que littéralement le jour d'après, il y avait donc son ministre du Commerce, Serge Papin, qui appelait à, je cite, casser la gueule aux Chinois. Donc voilà,
si on est chinois, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'ils veulent qu'on investisse en France ou est-ce qu'ils veulent nous casser la gueule? Oui, donc voilà, ça c'est au niveau de la France. Si on regarde au niveau si on ajoute l'échelon européen en plus de ça, on s'y retrouve encore moins. Donc, ouais, c'est chaotique et ça encourage pas les Chinois évidemment à investir puisque le message est juste inaudible quoi. En gros, et c'est pour ça qu'ils investissent en fait beaucoup plus dans des pays qui pour le coup ont un message clair et constant, comme par exemple la Hongrie ou en moindre mesure l'Espagne. Mais voilà, des pays où ils savent pas très bien où se placer, ou si ils se disent que si on construit une usine un jour, le lendemain ils vont mettre une nouvelle loi pour nous la détruire. Évidemment, c'est ouais. Donc dans les mots, il y a des choses que Macron dise qui font sens. Il parlait, et c'est assez ironique, il parlait de l'avantage européen euh, de la constance dans les paroles et de la confiance qu'on peut accorder et tout. Oui, mais si c'est vrai, si ça suit dans les actes, il dit ça et puis le lendemain il y a le gouvernement français qui se comporte de façon complètement différente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de paroles et de plus en plus qui font sens, qui sont même pleines de bon sens. Mais voilà, il faut que ça s'applique dans les faits, quoi. Un autre espace d'incohérence et de confrontation à Davos, même s'il a été mis un peu au second plan par la création ouais, du club de la paix. D'ailleurs, je te demanderai qu'est-ce que tu en penses. Et puis l'affaire du Groenland, c'est la continuation du conflit en Ukraine, dans lequel les Européens sont largement pris. Euh, tu as parlé, alors qu'il y a une confrontation, malgré cette construction d'équilibre des puissances, d'un rôle potentiel sino-américain dans le règlement du conflit d'Ukraine, ou quoi, en tout cas de tentative de règlement du conflit en Ukraine. Et d'ailleurs, Trump a dit qu'il voulait travailler avec la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Est-ce que tu penses que c'est sérieux ou peu de chances d'aboutir? Je sais pas si la Chine et les États-Unis voient le conflit de la même manière, parce que du point de vue chinois, en fait, le conflit a été créé par les États-Unis. Donc, je sais pas s'ils sont d'accord là-dessus. Et la Chine avait voulu aider. Ils avaient, je crois, la première année, fait un plan de paix qui faisait, si mes mémoires sont bons, 10 ou 12 points. Qui était en fait assez constructif. Et si on le regarde aujourd'hui, en fait, ça aurait été génial s'il avait été appliqué du point de vue européen, puisqu'il il appelait au respect de la souveraineté territoriale ukrainienne. Ce qui était quand même assez incroyable, à la restauration de la souveraineté territoriale ukrainienne. Donc que la Chine dise ça et soit prêt à s'engager sur un plan de paix sur cette base-là, c'était quelque chose sur lequel on aurait dû sauter en tant qu'Européens, parce que c'est exactement ce qu'on veut aussi. Mais en moins de 24 heures, les Européens ont dit, l'ont rejeté entièrement, parce que une des conditions justement, c'était de reconnaître que les causes profondes du conflit, c'était l'expansion de l'OTAN, ce que la Chine croit,
et de changer ce paradigme pour une nouvelle architecture de sécurité européenne qui soit pas faite contre la Russie, mais qui soit faite avec la Russie pour que la sécurité soit un bien commun pour tous, plutôt que d'avoir une alliance qui soit contre un des pays qui est de fait en partie en Europe. Donc voilà, c'est ça la vision de la Chine. Et ils étaient prêts à dire on se met du côté de la défense de la souveraineté du territoire européen tel que reconnu par du territoire ukrainien tel que reconnu par l'ONU. Si vous prenez les racines du conflit au sérieux, en gros, et si vous travailler sur la résolution de ces racines-là. Ce qui est assez logique, mais ouais, je pense que à l'époque et sûrement aujourd'hui aussi, les Européens et les Américains sont toujours pas prêts à entendre ce genre de discours-là. D'une manière générale, en Asie et spécifiquement en Chine, j'ai l'impression depuis la France qu'il y a beaucoup de mal à suivre les Occidentaux et que ils sont tendanciellement peu fiables, en particulier sur les accords internationaux. Est-ce qu'il y a malgré tout une continuation de la Chine dans la tentative d'aboutir à des accords où il se passe un peu ce qui se passe actuellement en Russie, à savoir une participation de façade à des discussions internationales, mais l'assurance que pour le moment l'Occident est très peu fiable. Je pense qu'en général, ils voient que l'Occident est peu fiable. C'est juste un fait, quoi. Mais contrairement à la Russie, ils continuent un engagement profond et sincère, je pense, avec l'Occident. Et de fait, les dirigeants occidentaux se succèdent toutes les semaines, hein, littéralement en ce moment en Chine. Donc là, cette semaine, il y a Starmer. Il y a 2 semaines, il y avait donc il y avait Carney qui allait en Chine avant son speech à Davos. Il y a eu aussi les Irlandais. Je crois que Merz y allait et il retourne bientôt aussi. Donc voilà, il y a des engagements profonds des Européens, des Occidentaux. Mais après, la Chine, je crois, ils gardent les yeux ouverts, ils gardent les yeux ouverts et ils s'engagent pas, par exemple, à des choses qui savent peuvent être enlevées du jour au lendemain, qui soient trop risquées, quoi. Donc, s'il y avait, disons que s'il y avait plus de sincérité, de constance et de confiance, ils pourraient faire plus d'engagement, par exemple, pour les investissements en Europe ou des choses comme ça. Ils ont encore assez peur de nous, en fait. Et si on passe justement maintenant à la technologie, où là aussi il y a des affrontements, il y a la guerre informationnelle, il y a les questions de censure, de liberté d'expression, et il y a eu l'affaire TikTok en Israël, et des accusations de censure pro-chinoise. Qu'est-ce qu'il en est là et en particulier sur le cas de TikTok? Oui, le truc avec TikTok qui est rigolo, c'est donc la partie américaine de TikTok a été vendue aux Américains. Donc c'est maintenant isolé de TikTok. Donc nous, le TikTok en France sur lequel on va, il est toujours possédé par les Chinois. Maintenant, le TikTok américain est possédé par un consortium d'investisseurs américains. Je crois avec Larry Ellison en tête, donc le fondateur de Oracle. Et ça, c'est le cas depuis quelques jours. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est que les Américains se rendent compte qu'en fait, la censure est beaucoup plus importante sous
sous pavillon américain qu'elle n'était sous pavillon chinois. Donc, par exemple, juste mentionner le mot Epstein, qui est le gros scandale en ce moment aux États-Unis. Donc la fameuse liste Epstein où Trump serait les gens qui sont allés sur son île et tout, enfin tout ce scandale-là. Juste mentionner le mot bloque les messages maintenant sur TikTok. Apparemment, on peut pas non plus mentionner ICE, donc ICE, qui est cette police un peu paramilitaire qui est en charge de trouver les OQTF américains et de les renvoyer et qui donne lieu à aussi créer beaucoup de débats aux États-Unis et de l'opposition à Trump. Voilà, ça apparemment sujet de discussion interdit aussi. Donc il y a vraiment une censure extrêmement importante qui est mise en place sur TikTok. Aussi tout ce qui est par rapport au sionisme ou des mentions négatives d'Israël, c'est interdit. Donc voilà, ce dont les Américains se rendent compte, c'est que en fait, voilà, TikTok, la censure américaine est pire que la censure chinoise. Et en fait, il n'y avait pas sur TikTok avant, il n'y avait pas de censure politique chinoise, donc c'était tout à fait autorisé et même tout le monde peut l'essayer sur le TikTok français. On peut parler de tous les sujets que la Chine n'aime pas. On peut parler du massacre de Tiananmen, on peut parler des Ouïghours, on peut parler du Tibet, on peut parler de tout ça. Il n'y a pas de censure autour de ces sujets-là. Il y a de la censure autour de ces sujets-là sur le TikTok chinois en Chine, mais ils adaptent le TikTok en fonction de la législation de chaque pays, quoi. Donc, ils mettent pas de censure quand la législation du pays en question ne demande pas de censure. C'est comme ça que ça marche. Donc il y avait beaucoup de malentendus autour de ça, mais voilà, c'était ça la réalité en fait. C'est quand même très très drôle de que certains se rendent compte que le TikTok à l'américaine, à la sauce barbecue, est plus censuré que le TikTok sauce aigre douce. C'est tout à fait drôle. Enfin bon, voilà, ça illustre peut-être les changements dans le monde actuel. En parlant de technologie, il y a une guerre informationnelle autour de l'IA chinoise comme DeepSeek et un affrontement de discours de type propagande qui sont pas toujours corrélés avec les réalités technologiques et industrielles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, alors déjà il y a beaucoup de mécompréhension par rapport à la réalité de l'IA en Chine. Par exemple, tout le monde associe ça immédiatement avec DeepSeek, mais DeepSeek est en fait pas très populaire en Chine. C'est ça un peu l'ironie. De très très loin, l'AI qui est la plus populaire, c'est une AI dont je pense personne n'a entendu parler. La plupart des gens qui nous regardent n'auront pas entendu parler, qui s'appelle Doubao. T'as entendu parler de Doubao? Non, bah voilà. Ouais. Et ça, c'est de très très loin l'IA leader en Chine. Et c'est une IA qui est développée par ByteDance, qui est en fait les mêmes propriétaires que TikTok. Et je regardais aujourd'hui en fait les chiffres et c'est absolument fascinant parce donc pour l'IA, on regarde l'usage des IA en termes de tokens qui sont processés. Et, et d'abord, enfin, ByteDance dans son ensemble, il processe en moyenne 50 trillions de tokens par jour, ce qui est absolument énorme et bien plus que n'importe quelle boîte tech américaine. Donc, pour te donner une équivalence, Microsoft dans son ensemble
Et pour rappel, Microsoft, c'est énorme hein, pour l'IA parce qu'ils ont Azure et tout, ils ont plein d'API autour de l'IA. C'est 50 trillions par mois, donc 30 fois moins que d'abord l'IA leader en Chine. Les plus gros aux États-Unis, c'est Google. Ils sont à 43 trillions de tokens par jour. Donc moins aussi que d'abord ByteDance, les Chinois. Et OpenAI, donc ChatGPT, sont aussi bien derrière. Donc voilà, aujourd'hui, la réalité, c'est que quand on regarde les AI leaders chinois, sont les leaders mondiaux en fait, quand tu regardes au niveau de l'usage. Après, c'est surtout lié à la taille du marché chinois, plus que le marché mondial. Et c'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. Une boîte le marché chinois est tellement immense qu'une boîte peut devenir leader mondial dans presque n'importe quelle industrie avec que le marché chinois. Donc on voit ça avec l'IA, où on voit ça au niveau des fast-food, par exemple. Le, la, la boîte de fast-food leader mondial aujourd'hui, c'est comment il s'appelle encore? Meeshui. C'était Meeshui, dont je pense personne n'a entendu parler non plus en France, justement parce qu'ils sont pas en France, ils sont pas en dehors de l'Asie, ils se concentrent principalement sur le marché chinois, et pourtant en nombre de boutiques de fast-food ouverts, c'est les leaders mondiaux quoi. Pareil pour les films par exemple. Le film qui a été le plus gros carton de film d'animation de tous les temps en termes de vues, de revenus et tout, c'est Neja 2, que personne n'a vu en France aussi, j'imagine. Je sais même pas s'il est sorti même en France, mais c'est le film d'animation le plus vu de tous les temps. Donc voilà, c'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui, quoi. C'est ça la force du marché chinois. Après, il y a concurrence entre les modèles américains et les modèles chinois, même en Amérique. Et un truc qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de startups américaines basées sur l'IA qui débutent dans la Silicon Valley, en fait, préfèrent les modèles open source chinois que leur propre modèle américain. Airbnb euh, avait avait un peu jeté le pavé dans la main en disant ça, en disant que eux, Airbnb, donc une grosse boîte américaine, eux préféraient et utilisaient les modèles chinois. Pourquoi? Parce que c'est open source, donc tu le télécharges et il est à toi le modèle, et tu peux le transformer comme tu veux, et c'est gratuit aussi. Tu le télécharges, tu le mets sur ton propre serveur, t'as rien à payer quoi. Tandis que si tu utilises l'API de OpenAI ou de Google ou de Anthropic ou la plupart des players américains, c'est tu payes cher. Hein. Donc par exemple moi je suis en train parce que je suis aussi codeur à mes heures perdues, donc je suis en train d'essayer de jouer un peu avec l'API de Anthropic qui développe Claude. C'était juste hier, par exemple, j'ai dépensé l'équivalent de $20 en faisant juste quelques calls à l'API. Donc, ça monte quand même très vite, quoi. Et comment ça s'explique, cette stratégie de gratuité chinoise? Parce que je pense qu'ils voient plus, ils voient l'AI de façon différente. Ils le voient plus comme utility, donc un peu comme l'eau ou l'électricité qui doit être distribuée largement.
Et ensuite, c'est ce qu'on fait avec l'AI qui compte plus que l'AI en lui-même, quoi. Ce qui compte quand on distribue l'eau dans une maison, c'est pas l'eau en lui-même, c'est plus le réseau, quoi, qui compte. Donc je pense ils veulent plus développer le réseau, l'habitude, les standards. Euh, Tandis que au lieu de se faire de l'argent directement avec l'AI, si ça fait sens. Et, euh, et en fait, c'était la seule stratégie qui leur était ouverte de façon assez ironique, puisque donc il y a eu cette politique euh, de restriction des semi-conducteurs par rapport à la Chine. Donc ça veut dire qu'ils étaient un peu obligés de faire des trucs en open source parce que ils avaient juste pas les semi-conducteurs pour le faire sur leur propre serveur. Euh, et, euh, et donc c'est un peu par obligation et c'est un peu une erreur aussi des États-Unis de les avoir encouragés à faire cette stratégie open source qui au final s'avère être la stratégie gagnante, euh, mais poussée par les Américains de par leurs restrictions technologiques. Donc il y a une certaine forme d'ironie là. Ils sont malins, ces Chinois. Alors, un point intéressant que tu as montré sur X, ce sont les éoliennes, les nouvelles éoliennes chinoises. Pourquoi? Puisque les nouvelles technologies, en particulier l'IA, consomment énormément d'énergie. Et là, on a eh bien des Chinois qui commencent à installer des éoliennes offshore, alors des éoliennes de 20 mégawatts. Et donc, il en faudrait quoi, donc une cinquantaine de ces éoliennes pour égaler la puissance d'une centrale nucléaire moyenne de 1 gigawatt. Alors, c'est intéressant parce que d'abord, ça fait une critique à ce que nous disons régulièrement ici sur Fréquence Populaire, parce qu'on fait partie peut-être à tort, de ceux qui sont un peu opposés aux éoliennes, et surtout de la manière dont c'est développé de manière absolument non souveraine en France. Et ça donnerait raison, cette fois-ci, à Jean-Luc Mélenchon, qui à une époque disait qu'il faudrait une quarantaine, une cinquantaine d'éoliennes pour égaler une centrale nucléaire. Alors, ça a l'air assez incroyable, ce développement des centrales, des éoliennes chinoises, d'autant que, comme tu le dis, ça coûte quand même moins cher, c'est beaucoup plus facile à installer qu'une centrale nucléaire qui demande un peu de temps. Ouais, alors, ouais, exactement. Donc, Trump, il avait dit dans son discours à Davos, ce qui était assez rigolo, que les Chinois développaient beaucoup d'éoliennes, mais ils en installaient aucune. Ou en gros, le sous-entendu, c'était que c'était une arnaque pour les autres pays. Mais en fait, la Chine installe énormément d'éoliennes et ils innovent tout le temps sur l'éolien. Et notamment avec ces maintenant méga éoliennes offshore. Donc les éoliennes offshore, c'est de loin l'énergie la moins chère. Quand tu regardes toutes les études sur l'énergie, toute énergie confondue pour générer de l'électricité, c'est plus ou moins toujours l'éolien offshore qui gagne. Pourquoi? Parce que il suffit d'installer une éolienne. Quand c'est offshore, le vent en fait il y a certains endroits offshore où il y a tout le temps du vent. Donc je crois qu'en moyenne pour les éoliennes offshore, elles sont utilisées à 80%. Donc voilà, elles tournent 80% du temps, ce qui est quand même beaucoup. Et si on compare donc avec ces éoliennes de 20 mégawatts, effectivement, il faut juste en installer un champ de 50 pour avoir la capacité d'une centrale nucléaire de 1 gigawatt. C'est pas exactement l'équivalent puisqu'une une centrale nucléaire fonctionne, elle, à plus de 90%. Donc, voilà, on n'est pas exactement à l'équivalence, mais on n'en est pas loin, quoi.
Et évidemment, c'est beaucoup moins cher à installer. C'est aussi surtout beaucoup plus rapide à installer, puisque pour installer quelques éoliennes offshore, c'est une installation qui prend juste quelques semaines. C'est une question de semaines, tandis que construire une centrale nucléaire, c'est une question d'années, voire de décennies. Pour certaines centrales nucléaires, et même en Chine, hein, même en Chine, ça met plusieurs années pour construire une centrale nucléaire. Et au niveau du risque financier, il y a aussi beaucoup de risques quand on s'investit dans la construction d'une centrale nucléaire. C'est un investissement en fait très risqué. Donc, aux États-Unis, ils ont je sais plus le nom de la boîte, mais enfin le leader du nucléaire américain pendant la construction de la dernière centrale aux États-Unis, qui s'appelle Vogtle, je crois. Ils ont fait faillite à cause de l'investissement, à cause du fait que le projet prenait trop de temps, qu'il coûtait beaucoup plus d'argent que ce qu'on pensait et tout. Tandis que des installations d'éoliennes, t'installes une éolienne, elle toute seule directement génère du revenu, voilà, en quelques semaines. Et ça, c'est une grosse partie quand on voit que la Chine est en train de générer de plus en plus d'électricité et à une croissance folle dans la génération d'électricité. C'est en très très grande partie, une immense partie de cette croissance, c'est les renouvelables comme les éoliennes ou comme le solaire ou comme la construction de nouveaux barrages et tout. Donc voilà, le narratif américain, c'est de dire que tout ce qui est renouvelable, c'est de l'arnaque. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui y croient aussi en Europe, mais de leur côté, la Chine n'y croit pas du tout que c'est une arnaque, et ils investissent énormément là-dedans, et les résultats sont là, quoi. Ils génèrent une quantité astronomique d'électricité grâce à ça. Ils installent, je crois, en tout cas beaucoup plus que la capacité totale de la France chaque année, quoi. On est dans cet ordre de grandeur-là. C'est nous qui devons pas être très compétents, parce que je te dis, on a l'éolien qu'on installe n'est pas français, ça tombe dans le côté négatif de la balance commerciale, et il est pas aussi efficace que l'éolien chinois. Je sais pas comment on se débrouille, Ouais. mais bon, peut-être c'est comme le reste. Mais, mais même, le point que tu dis est intéressant parce que ça, c'est aussi quelque chose que il y a beaucoup de gens qui ont un malentendu là-dessus, où on pense en fait que c'est comme le pétrole ou le gaz russe, où on veut pas faire. J'entends souvent ce narratif où on veut pas faire la même erreur avec les renouvelables avec les Chinois qu'on a fait avec le gaz russe. Euh, mais l'immense différence, c'est que pour les renouvelables, c'est pas les Chinois qui fournissent l'énergie, c'est le vent, c'est notre vent et c'est notre soleil. Donc quand ils livrent une éolienne, disons, une de ces éoliennes de 20 mégawatts, cette éolienne a une durée de vie de 20 à 30 ans en moyenne. Et puis pendant ce temps-là, voilà, les Chinois ils ont plus rien à dire, quoi. Ils peuvent rien faire. C'est notre vent qui active l'éolienne. Il y a pas de petite télécommande qui fait que les pales de l'éolienne s'arrêtent quand les Chinois le disent. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour l'Europe à ce niveau-là, parce qu'on a un vrai besoin d'énergie. Quand on regarde, on est évidemment très très loin derrière les Chinois, mais aussi très très loin derrière les Américains. Hein. On a plus de population que les Américains, l'Europe, mais on a moins de génération d'électricité, ce qui est quand même assez paradoxal. Et en Chine, il y a un phénomène en ce moment qui s'appelle l'involution. Donc, ça veut dire il y a une compétition dingue des entreprises entre elles, ce qui fait que les marges sont extrêmement faibles, voire il y a beaucoup d'entreprises qui sont déficitaires.
et notamment dans les énergies renouvelables. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de ces boîtes qui vendent presque à perte, quoi. Donc, ça ferait sens pour nous de sauter en fait sur l'opportunité pour acheter tout ça très peu cher pour vite fait augmenter nos capacités en énergie. Et ce serait de l'énergie souveraine puisque, encore une fois, c'est basé sur notre soleil et notre vent, quoi. C'est un peu l'équivalent si l'Arabie Saoudite bradait ses puits de pétrole et on possédait le puits. Pourquoi ne pas sauter sur l'occasion? C'est un peu ça l'équivalent. Bon, ceci près que la France produit actuellement trop d'électricité par rapport à ses usages, donc c'est pas un besoin urgent qu'on a un gros parc nucléaire, mais c'est quand même extrêmement intéressant et ça permet de relativiser le discours plutôt circonspect par rapport à l'éolien. Pour terminer notre entretien, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Alors bon, on n'en parle pas beaucoup ici, hein, mais nous, ça nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pouvoir en Chine? Alors, je vais sûrement atrocement écorcher les noms, mais là, récemment, Zhang Zuya, c'est le plus haut gradé de l'armée chinoise, très proche, considéré proche comme de Xi Jinping, a été mis sous enquête, un peu à l'écart. Et certains disent que c'est un séisme politique en Chine, puisque en un peu moins de 4 ans, c'est 5 des 7 membres de la commission militaire centrale qui ont été changés en Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe selon toi? Oui, donc il a plus qu'été mis à l'écart puisqu'il y a eu un éditorial dans le People's Daily qui l'a accusé de corruption et tout. Donc en général quand il y a cet éditorial, quand il y a ce genre de truc dans le People's Daily, son sort est scellé, disons. Donc c'est plus qu'une mise à l'écart, il est fini, quoi. Et sûrement il ira en prison. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc il était très haut gradé. Il était vice-chairman de la Central Military Commission. Donc en gros c'est le top de l'état-major chinois. Et effectivement il y a beaucoup de membres de cette Central Military Commission qui ont été écartés récemment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la question avec les élites politiques, les politiques au sein de l'élite du parti. C'est juste très difficile à dire, quoi. En fait, il y a personne qui sait à part les insiders. Et ceux qui le sont pas peuvent juste faire de la spéculation, en fait. Donc il y a plein de spéculations d'un côté ou de l'autre, mais c'est que de la spéculation puisque personne ne sait à part les gens concernés. C'est pour ça que par exemple il y avait eu tout un article dans le Wall Street Journal qui disait que c'était parce qu'il avait vendu des secrets militaires aux Américains et c'était basé sur des sources apparemment proches de la question qui était au courant de tout ça. Ça, tu peux être 100% sûr que c'est du grand n'importe quoi. Parce que déjà, c'est des leaks. Comment dire encore en français des leaks? Les fuites? Voilà, des fuites à ce niveau-là sont juste impossibles. Ça n'existe pas. Parce que déjà tout le monde à ce niveau-là dans la politique en Chine est monitoré 24 heures sur 24, y compris Xi Jinping lui-même. Tous leurs appels sont enregistrés et tout, donc il y a juste pas de possibilité. Et en plus les répercussions pour faire une fuite non autorisée au Wall Street Journal, surtout sur des questions aussi graves que les secrets militaires chinois, serait extrêmement grave et je vois pas pourquoi il le ferait en échange de quoi exactement.
Voilà, ça fait juste aucun sens. Et puis il y avait aussi des théories autour du fait que ce général voulait organiser un coup d'État contre Xi Jinping et tout. Ça non plus, c'est juste des rumeurs sans fondement. Je pense que si on regarde, la seule chose qu'on peut regarder en fait, c'est ce qui est dit officiellement et essayer d'interpréter le langage. Donc le langage dans le communiqué du People's Daily, c'était qu'il avait très sérieusement manqué de respect à la chaîne de commande, ce qui veut dire Xi Jinping lui-même en fait. Donc a priori, et qu'il avait été aussi corrompu ou qu'il avait permis de la corruption sous lui. Ce à quoi ça se réfère, je sais pas, mais ça a l'air d'être lié à une histoire de contrôle où Xi Jinping voulait mener l'armée dans une certaine direction et puis apparemment ce gradé n'a pas respecté la chaîne de commande n'a pas respecté cette direction. Dans quelle direction Xi Jinping voulait l'amener, quel était leur désaccord, ça on n'en sait rien, mais en tout cas c'est clair il y a eu un désaccord. Donc peut-être c'est juste la corruption. La corruption ça compte énormément pour Xi Jinping, c'est vraiment une des mesures phares de son règne, c'est s'il veut être connu pour un truc, c'est pour avoir enlevé la corruption dans le système. Peut-être il lui avait dit de faire un crackdown important sur la corruption et puis il n'a pas respecté ça. Peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose. Encore une fois, on ne peut que spéculer. Oui, parce que bon, je m'étais livré à une petite spéculation en me demandant s'il se passait pas un peu ce qui a pu se passer en Russie, c'est que les armées évoluent très rapidement et en fait un certain nombre d'officiers supérieurs, de généraux, sont pas tellement adaptés aux évolutions et bloquent les changements. Je me encore, je suis son nom, je vais pas le prononcer tant pis. Il est quand même assez âgé, je crois qu'il a 75 ou 76 ans, donc c'est vraiment une génération, c'est pas du tout la même. On le voit déjà avec même un certain nombre de généraux russes qui ont à peine 50, 60 ans et du mal à s'adapter aux drones, à la guerre ultra informationnelle électronique qu'il y a en Ukraine, au changement total de, de, de paradigme, hein, la concentration des forces, qui est le b.a.-ba qu'on apprend dans toutes les écoles militaires pour lancer une offensive avec derrière des réserves pour exploiter une éventuelle percée. Tout ça est totalement obsolète. Ça sert plus à rien. Il faut tout réinventer. Donc, bon, mais en même temps, on peut se demander pourquoi est-ce qu'à cet âge-là, il doit bien y avoir moyen de le mettre à la retraite au bord de la mer ou sur un lac qui fasse de la pêche. C'est pas nécessaire tout de suite de faire comme sous Staline. Ouais, non, t'as raison qu'il y a beaucoup de gens qui émettaient cette hypothèse, mais pour la raison que tu viens de dire, moi je pense que ça fait pas tellement sens parce que c'était juste, voilà, t'es un peu vieux, t'es plus dans le coup pépé, on l'aurait mis à la retraite, quoi, tout simplement. Tandis que là, c'est vraiment, on veut marquer qu'il a fait quelque chose de très très grave. Ouais, donc je pense qu'il y a eu un truc, mais on sait pas quoi. Et avant de terminer, tu as dit Xi Jinping s'est beaucoup intéressé à la corruption. C'est intéressant parce que vu le narratif qu'on a en Occident, qui est un narratif évidemment logiquement un peu, on va dire, de propagande et d'affrontement, c'est que la Chine c'est très corrompu, l'Asie c'est très corrompu, la Russie c'est très corrompu, tout est très corrompu partout. Bien sûr, ici il n'y a pas de corruption, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en parallèle avec Vladimir Poutine et Xi Jinping, c'est la lutte contre la corruption. Alors même si très certainement elle doit exister d'une manière forte au sommet de l'État, parce que ça fait partie de la manière de gouverner en fait.
il semble que ça a réellement des effets sur la société. C'est-à-dire qu'il y a une réduction réelle de la corruption, en tout cas au quotidien. C'est quelque chose qui est réellement un succès qu'on peut imputer à Xi Jinping. Ah oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est même trop un succès, je pense, parce que les officiels, les fonctionnaires chinois, même à haut niveau, euh, sont juste, même limite un peu paralysés par cette question. Ils veulent vraiment prendre aucun risque. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, j'avais rencontré l'équivalent du ministre de la Culture de la province du Sichuan. Donc, c'était le mec qui était en charge du tourisme, de la culture et tout pour le Sichuan, qui est l'équivalent en taille d'un gros pays européen. Donc, c'est pas rien, c'est une grosse province chinoise. Euh, et avant de le rencontrer, je me suis dit, bah tiens, je vais lui offrir un petit truc juste pour le remercier de me rencontrer. J'ai acheté un paquet de thé parce que je savais qu'il y avait un peu je savais qu'il y avait justement beaucoup de paranoïa autour de pas vouloir paraître corrompu. Et je me disais que un paquet de thé, c'est tellement innocent que voilà, il va juste voir ça comme juste une malle juste pour lui dire bonjour et j'apprécie qu'il me voit. Mais non, même le paquet de thé s'est pas passé et il a refusé. Donc on en est là, quoi. On en est là. Donc ouais, je pense que bon, la corruption évidemment a pas disparu de Chine. La corruption est partout. C'est dans la nature humaine. Mais je pense il y en a, c'est dramatiquement moins, mais à un niveau énorme par rapport à, à l'ère Hu Jintao, qui était le dirigeant d'avant lui, qui était connu pour être ultra corrompu. Et je pense, je suis jamais allé en Russie, j'ai des amis russes, et je pense qu'on est aussi dans un monde très différent de la Russie où aujourd'hui, je pense que c'est juste plus possible de corrompre un officiel chinois ou à être faut vraiment être très proche de lui mais c'est très difficile parce que les risques sont immenses. C'est la peine de mort presque garantie. Il y a je crois que rien que l'année dernière il y a plus de 1 million de personnes qui se sont fait punir pour corruption. Donc voilà, c'est plus ou moins systématique et ils ont des systèmes de détection très forts, les Chinois. Donc voilà, pour être corrompu, c'est sportif, quoi. Je pense qu'en Russie, ils sont quand même un peu plus laxistes. Oui, oui, ils sont plus relax, mais c'est vrai qu'il y a quand même un changement net, en particulier pour les entreprises, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un frein quand même considérable à une amélioration, une croissance de l'économie quand il y a trop de corruption. Et puis elle semble changer de nature. Peut-être c'est pareil en Chine, c'est-à-dire que la corruption la plus ouverte, les billets d'argent, les logements, enfin des choses matérielles. Après, elle peut passer sur quelque chose qui est plus compliqué à saisir ou à condamner, qui est de l'ordre de l'influence. Je t'aide à ça, tu m'aides à ça. Bon, alors, bon, on transite un peu de la corruption vers la politique. Bon, ok. Peut-être on va pouvoir te laisser. Juste avant que tu partes, c'est quoi la nouveauté technologique la plus rocambolesque que tu aies vue ce mois-ci? Parce que chaque fois, on a bon, il y a des éoliennes à 20 MHz, c'est vraiment phénoménal déjà. La transformation de l'air en nourriture. Hein? Et c'est pas une blague. Stop. On n'arrive pas à suivre. L'air en nourriture. Non, mais sérieux? Ouais, non, c'est pas une blague. Ils sont en train de développer toute une industrie autour de ça. Bon, l'air, c'est le CO2 en fait, où ils prennent le CO2 et par un processus chimique, ils le transforment en starch. Je perds tout le temps mes mots en français. Le starch, ouais, c'est une forme. C'est de l'amidon, je crois. Ouais, en français, c'est de l'amidon. Ouais.
en amidon. Ouais, tu dis amidon de maïs, tout ça. Ouais, ils sont arrivés à faire ça. Et ce qu'il y a plein d'applications en fait, puisqu'on utilise de l'amidon dans beaucoup de choses. Pas seulement dans la nourriture, il y a aussi plein d'autres applications. Et puis jusqu'à maintenant, on était obligé de le faire à partir du maïs principalement. Et là, ils peuvent le faire directement à partir du CO2. Et pour moins cher, apparemment. Ok. Ouais, là, tu m'as à nouveau surpris. Et tu nous as tous surpris. Euh, merci beaucoup, Arnaud. On espère que tu pourras revenir bientôt sur Fréquence Populaire. C'est extrêmement intéressant et riche et original puisque bon, on est quand même étonnamment dans cette ère informationnelle très 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 peu informé de ce qui se passe réellement dans beaucoup de pays du monde, y compris en Chine, qui est pourtant vraiment devenu le pôle mondial, en tout cas l'un des principaux pôles mondiaux industriels, scientifiques et technologiques et de développement. Le futur se fait beaucoup en Chine. Merci encore Arnaud. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié et que vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et évidemment de la partager. C'est important pour le référencement et puis pour faire connaître Arnaud, qui est très très connu, qui est connu en France aussi, mais qui est très très connu en langue anglaise. Je crois que Substack fonctionne absolument à merveille, comme ton compte X. Si vous ne connaissez pas, allez voir le compte X de Arnaud Bertrand et aussi son compte Substack, énormément d'informations, c'est très très riche, très intéressant. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez nous faire un don sur le lien Tipeee ou le lien Stripe sous cette vidéo. C'est défiscalisé pour ceux qui payent des impôts. Également, vous pouvez lire de temps en temps Arnaud en français, comme aujourd'hui, le papier dont on a parlé tout à l'heure, qui est sur le site de fop.media, notre portail numérique. C'est gratuit. Il vous suffit de renseigner un email et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez nous soutenir en faisant un don, enfin pas un don, mais un abonnement bénévole à partir de 2 € par mois. Merci à tous. Merci encore Arnaud et à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. For sure.